Moi, je travaille dans une équipe mobile de gériatrie qui va au domicile des patients âgés de plus de 75 ans sur la métropole de Bordeaux. C'est une équipe qui est pluridisciplinaire et qui s'attache à aller faire des évaluations multidimensionnelles chez des personnes qui ne veulent ou qui ne peuvent pas quitter leur domicile pour aller en consultation. Donc c'est une équipe qui est bien dotée avec infirmières, assistantes sociales, gériatres, pharmaciens, gérontopsychiatres. Et ça permet, on est vraiment dans l'aller vers, ce dont on parlait ce matin, puisque c'est nous qui nous déplaçons chez les personnes âgées. Pour cet après-midi, on va présenter des structures qui s'attachent à l'action contre l'isolement au sein des territoires. Il va y avoir plusieurs interventions de dispositifs avec lesquels nous travaillons au quotidien avec l'équipe mobile, notamment le DAC, le CCAS, et je laisse Geneviève présenter la première intervenante. Merci beaucoup Marie-Neige, et ça a été un plaisir aussi pour les coordonnateurs que nous sommes avec Fabrice Bonnet de ce DU Santé Précarité, d'avoir la promotion, de travailler avec la promotion, ou de faire travailler, je ne sais pas comment il faut dire, la promotion 25-26. Donc en effet, cet après-midi, comme l'a très bien souligné Marie-Neige, on va aborder l'idée ou comment les initiatives locales s'articulent avec des politiques territoriales. Et donc, pour commencer, ça nous semblait assez évident de convier la directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, Cécile Tagliana, qui nous fait l'honneur de venir présenter en effet la politique de l'ARS en la matière. Et Cécile Tagliana, elle a aussi été, et j'espère que je ne me trompe pas, dans l'énoncé des titres, commissaire à la lutte contre la pauvreté en Île-de-France et puis déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. C'est dire si elle connaît bien le sujet à la fois à l'échelon des politiques nationales et des politiques territoriales. Je vous laisse la parole, Cécile. Merci beaucoup Geneviève, merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous d'être encore présente beaucoup cet après-midi. Alors je vais essayer de faire un petit exposé sur effectivement ce qu'on fait à l'ARS, d'élargir un peu le propos et puis de laisser la place après aux exemples concrets, parce que c'est souvent le plus intéressant finalement à écouter et à débattre. Donc, c'était pas forcément une thématique facile, je dois dire, qu'il y avait à traiter pour cette journée. Donc, j'ai intitulé mon intervention « Faire plus en santé pour ceux qui ont moins de liens » à travers les politiques soutenues par l'ARS. Parce qu'effectivement, le lien social, c'est pas au cœur, théoriquement, de la politique de santé telle qu'elle doit être mise en œuvre par une ARS. Donc je me suis reposé la question que vous avez dû déjà explorer ce matin de la différence entre l'isolement et la solitude, pour faire le pendant du lien social, avec l'isolement plutôt comme une situation factuelle, qu'on peut retrouver dans l'isolement géographique notamment, qui est pour le coup là un sujet qu'on traite beaucoup en politique territoriale de santé. Donc une situation factuelle mais subie ou imposée, et la solitude plus comme un sentiment qui peut advenir d'ailleurs quand on n'est pas forcément totalement isolé, mais parce que ça ne correspond pas à la situation de lien que l'on souhaite, ou que les liens sont de mauvaise qualité par rapport à ceux que l'on pourrait souhaiter. Et donc, par rapport aux politiques publiques, on peut se dire à ce compte-là que si on est dans l'isolement et qu'on essaie de lutter contre l'isolement, on va plutôt agir sur des structures sociales, donc sur les dispositifs de lien social, sur la mobilité, sur l'accès aux services, sur les réseaux communautaires. Alors que si on est sur la lutte contre la solitude, on va plutôt agir sur une expérience qui est plus subjective, avec peut-être de la psychothérapie, des interventions cognitives, un soutien émotionnel. Donc on est sur des types d'interventions assez différentes. Et solitude, isolement, l'un va avec l'autre, mais pas systématiquement, et donc on peut avoir un mix entre ces différentes politiques.
Donc voilà, c'était utile d'essayer de catégoriser. Je me suis dit que ça ne me mènerait pas forcément très 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 loin et que c'était pas forcément l'essentiel parce que justement ça se recoupait. Il y avait sans doute une différence assez importante qui était la place de la psychothérapeutique en face à face, en one-to-one. Entre ces différentes interventions, mais que voilà, la question que moi, en tant qu'ARS, je devais me poser, c'était plutôt revenir aux fondamentaux de politique publique. Donc, quel est le problème que l'on doit adresser? Quel est le besoin qu'on cherche à combler? Quels moyens pour y arriver? Et qui les pilote? Alors, en regardant un peu quand même ce qui se fait un peu plus largement, j'ai retrouvé que c'était un sujet, j'avais ça dans mes vieux souvenirs, qui était un sujet assez international, enfin qui était devenu un sujet international, pays développés comme pays moins avancés, avec des travaux de l'OMS, avec les plus récents de 2025, avec la création d'une commission spéciale, avec un rapport en 2025 et une résolution de l'Assemblée mondiale. Donc un sujet quand même assez porté, on va dire, au niveau international. Alors dans ce rapport, la Commission montre qu'il y a 8 pays seulement, ils ont trouvé, qui ont adopté des stratégies contre l'isolement, alors vu sous le prisme santé, puisqu'on est à l'OMS. Donc la Finlande, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne, le Japon, la Suède, les États-Unis. Bon, il n'y a pas la France, c'est pas vraiment une surprise, sinon on le saurait. Et ils ont trouvé dans les points communs que la plupart de ces politiques, elles se fondent sur une approche qui est intégrée, donc qui n'agit pas sur un seul levier, mais sur au moins 3 leviers. Une implication coordonnée de tous les échelons et de tous les secteurs. Donc une politique, on dirait chez nous en France, multiniveau et interministériel, donc le gouvernement, mais aussi la santé, l'éducation, le logement, les transports, l'économie et le niveau des communautés. Que ça s'appuie aussi, donc deuxième grand trait, sur la recherche pour accroître la connaissance. Et troisième grand trait, sur des campagnes de communication grand public pour déstigmatiser l'isolement. Mais j'y reviendrai parce qu'ils sont un peu dubitatifs sur l'effet de ces campagnes. Alors, quand je me suis rapprochée de nouveau de la France, je me suis dit, bon, alors quel public on va adresser par rapport au thème d'aujourd'hui et pas l'isolement et la solitude en général dans la société. Et donc forcément, les personnes en précarité, pourquoi cibler les personnes en précarité? Pourquoi c'est une bonne idée d'avoir eu ce prisme entre précarité et lien social? Pourquoi ça rejoint d'ailleurs aussi les valeurs portées par l'Agence régionale de santé et sa mission, tout simplement. Donc ça rejoint toutes les politiques qu'on peut porter envers les personnes qui sont sans domicile fixe, envers les gens du voyage, les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, même si elles sont plus difficiles à catégoriser. Ça fait quand même 15% de la population, donc on peut catégoriser soit par le fait qu'elles ont la C2S, soit qu'elles vivent dans des quartiers défavorisés, politique de la ville, soit qu'elles vivent en milieu rural, pauvre, éloigné des centralités. Les migrants, les personnes en situation de prostitution, les sortants de prison aussi, puisqu'on a différentes initiatives envers les sortants de prison, comme vigilance en sortie de prison pour lutter contre le suicide, ou l'expérimentation du 31-14 en détention. Et ce public, il est évidemment c'est tout à fait intéressant de le cibler, c'est tout à fait primordial parce que il y a un gradient social qui est très fort en santé et que l'Agence régionale de santé, son objectif, son fil directeur, c'est de lutter contre les inégalités sociales de santé. Donc ce public paraît tout à fait primordial à cibler, d'autant que ce qu'on peut voir, c'est que la précarité, ça vous avez dû en parler ce matin, mais la précarité induit assez souvent, très souvent, une rupture du lien social, un isolement donc, et cette rupture, elle induit une précarité en santé. Et dans le sens inverse, une santé dégradée, même sans précarité au départ, elle peut induire un isolement social et induire une précarité monétaire, on va dire, une précarité en conditions de vie après. Donc ça tourne un peu en boucle et donc c'est primordial d'aller voir justement ce qui se passe, ce qu'on peut faire pour lutter contre l'isolement social, pour ramener du lien chez les personnes en précarité. Plus que la personne qui serait isolée mais qui aurait plus de richesse et qui donc aurait plus de moyens de lutter contre cet isolement par elle-même. Donc moins d'objectifs de politique publique.
Donc en recherchant des indicateurs, donc vous avez vu ce matin, a priori d'après le programme, les résultats de différents baromètres ou études sur la solitude, donc je ne vais pas revenir sur celle-là, mais donc j'avais trouvé celle de l'association Astrée, d'un baromètre sur la solitude, je ne sais pas si celle-là vous l'avez vue ce matin, qui dressait un tableau pas très reluisant de la situation, même si la situation sur le sentiment de solitude, donc s'était amélioré quand même depuis le Covid, qui a été quand même le moment où ça a plongé. Ça s'était un petit peu amélioré, mais ça cachait quand même une solitude chronique qui était supérieure au niveau d'avant-crise, puisque 17% des Français se disaient en solitude chronique contre 13% en 2018. Donc c'était un constat qui suggérait que la pandémie, elle avait durablement altéré les liens sociaux et qu'on n'était pas revenu en fait à un niveau nominal d'avant qui était déjà pas extrêmement bon. Et ceux qui étaient les plus touchés, c'était les moins de 25 ans. 40% a déclaré une solitude chronique contre seulement 7% des plus de 65 ans. Ce qui n'est pas forcément ce qui est l'idée généralement admise dans la société. On a plutôt l'image de la personne âgée, la veuve, seule dans sa maison à la campagne ou en ville au 7e étage, et le jeune qui sort et qui voit des amis. En fait, non, en termes de ressenti, c'est pas ce qui se passe. Elle dessinait aussi cette enquête les contours d'une solitude sociale. Je reprends les mots de son résumé, avec 31% des catégories modestes et pauvres touchées contre 11% des catégories aisées. Donc là aussi, ça nous indique vers où il faut qu'on aille en termes de politique publique. Avec un phénomène qui frappe plus durement certaines populations, 33% des personnes LGBT contre 16% des hétérosexuels, 24% des célibataires contre 13% des personnes en couple. Donc pas qu'une question d'âge comme on a vu, mais aussi une question de situation sociale et personnelle dans laquelle on peut se trouver. Avec aussi ce qu'elle montrait l'étude, c'est que, et notamment par rapport à ce travail de l'OMS, qu'il y avait une déstigmatisation, c'est-à-dire qu'on parlait plus souvent de la solitude et de l'isolement, mais une vigilance, c'est-à-dire un intérêt pour le sujet, est-ce qu'on le trouve grave ou pas, est-ce qu'on le trouve important ou pas, qui elle par contre s'est moussée. Ça avait l'air de devenir plus normal finalement, d'être isolé ou seul. Et en termes de santé, elle notait que la moitié des personnes isolées ont consommé des antidépresseurs ou des anxiolytiques, ça peut paraître logique, contre respectivement 27 et 28% pour l'ensemble de la population. Et plus alarmant, 65% des personnes chroniquement seules avaient envisagé de mettre fin à leur jour, soit plus du double que la moyenne nationale. Donc là, on voit évidemment le lien entre l'absence de lien, la solitude et la santé. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le bilan des projets territoriaux de santé mentale, qui a été fait au niveau national il y a un an aussi, qui indiquait que les publics vulnérables, au titre desquels, en première ligne, on avait donc les précaires, sont plus facteurs aux déterminants de mauvaise santé mentale et que l'isolement est un déterminant de mauvaise santé mentale. Donc on retrouve vraiment les mêmes liens entre ces différents déterminants. Pour revenir à la commission de l'OMS, pareil, qui donc s'est attardée un peu, a fait un bilan bibliographique des impacts qu'on connaît de la solitude sur la santé. Cette commission, elle notait que le lien social peut avoir un effet protecteur sur la santé tout au long de la vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font comme ils ont fait une méta-analyse. Alors, excusez-moi si en recherche, j'emploie pas forcément exactement les bons mots, mais en gros, ils ont vu plus d'études possibles qu'ils pouvaient. Et donc, ils sont vraiment allés chercher pas que la santé en général, mais qu'est-ce qui est vraiment prouvé par la littérature comme impact sur différentes pathologies. Et donc il y avait donc le lien social peut atténuer les phénomènes inflammatoires, réduire le risque de problèmes de santé graves, améliorer la santé mentale et prévenir les décès prématurés. Et à l'inverse, la solitude et l'isolement social augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral, donc c'est précis, de maladies cardiaques, de diabète, de déclin cognitif et de décès prématurés. Et évidemment aussi une incidence sur la santé mentale, donc sur la dépression et sur le suicide ou l'automutilation.
Donc c'est des indicateurs qui sont intéressants, qui montrent qu'on peut faire des recherches dans ces domaines-là, même si, avait-il indiqué, c'est difficile parce qu'évidemment, on ne va pas faire une étude où on va obliger des gens à se mettre en situation de solitude pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on est obligé de se raccrocher à d'autres indicateurs et de faire des suivis longitudinaux un peu longs. Mais quand on parle de ces publics, là, on parlait de publics en précarité, on va dire des publics classiques de la lutte contre la précarité. Mais je pense qu'on peut s'intéresser, et je suppose aussi que vous en avez parlé ce matin, à d'autres publics qui ne sont pas forcément précaires au sens monétaire du terme, mais qui ont d'autres facteurs de vulnérabilité face au lien social. Donc évidemment les personnes âgées, puisque les personnes âgées sont moins pauvres en proportion que le reste de la population. Les personnes en situation de handicap qui cumulent des vulnérabilités, les familles monoparentales qui ont souvent l'obligation de renoncer à tout ce qui dépasse les obligations matérielles et donc se retrouvent en rupture ou en effritement du lien social. Les femmes qui sont en congé maternité, parce qu'elles n'ont plus de travail, elles ont beaucoup moins de liens, sont beaucoup plus isolées. Les chômeurs de longue durée aussi, qui ne sont plus au travail, en lien avec le monde du travail, alors que souvent c'était un aspect très important de leur vie. Et pour tout cela, on peut aussi trouver des indicateurs de santé dégradés, par exemple le baby blues pour la dépression postpartum pour les femmes en congé maternité, les tentatives de suicide qui sont importantes et souvent réussies chez les personnes âgées, etc. Donc après, faire le chaînage de la causalité, c'est pas forcément évident. Ça peut être parce qu'elles ont renoncé aux soins, parce qu'elles ont renoncé à la prévention, ou parce qu'il y a peut-être un rapport assez bijectif entre isolement et santé psychique et somatique dégradée. Et d'ailleurs, quand on pense à la santé somatique, c'est parfois des choses de base. Tout simplement se dire, si je vois plus personne, pourquoi est-ce que j'irai chez le dentiste pour prendre soin de mes dents et de mon sourire? Voilà. Il y a une mise en retrait en fait du soin lié à cet isolement. Donc voilà, face à ces situations, face à ces différents publics, au fait qu'on a des preuves de l'impact sur la santé, quelle est la politique publique qu'on peut mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qui est à portée de mise en œuvre? Alors évidemment, côté agence régionale de santé, on peut pas... C'est pas parce que ça a un impact sur la santé qu'on va pouvoir résoudre l'entièreté du problème, bien sûr. Déjà qu'on n'arrive pas à résoudre l'entièreté des problèmes de santé véritables. Bon. C'est vraiment un problème qui est un problème de la société tout entière. Et ça me faisait penser à évacuer un premier sujet qui était quelle est la responsabilité de l'individu. Je ne crois pas que la solitude, ce soit la faute de l'individu, sa seule responsabilité, toujours dans un environnement social dont lui-même dépend, qu'il ne maîtrise pas sur toutes ces dimensions. On sait que 80% des déterminants de santé, ils sont pas liés à la santé, au système de santé, ni aux caractéristiques individuelles, mais à l'environnement dans lequel on évolue tous et qui peut être par contre très différent selon notre situation sociale, notre situation familiale. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de renforcer les individus face à des situations d'adversité qu'ils pourraient rencontrer au cours de leur vie. D'ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, on a une politique comme ailleurs en France, mais qu'on a renforcée pas mal en Nouvelle-Aquitaine sur les compétences psychosociales dès l'enfance. On se dit, on va muscler les enfants pour qu'ils puissent faire face à l'adversité, quels que soient les types d'adversité, en renforçant leurs compétences psychosociales dès l'enfance. Donc il faut le faire aussi, mais il faut surtout agir sur les déterminants qui vont entraîner la rupture des liens. Donc le plus important, je pense, c'est effectivement ce système de liens, des liens qui doivent se recréer à plusieurs niveaux. C'est là où ça devient effectivement très complexe et où c'est l'affaire de tous. Je vous parlais en préparant de Serge Pogam et de l'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine. C'est beaucoup trop compliqué pour que je fasse un cours là-dessus, j'en serais tout à fait incapable. Mais ce qui était intéressant, je trouve, c'est de se dire qu'il y a effectivement dans l'attachement social plusieurs formes, à la fois le lien de filiation,
le lien de participation élective avec les amis ou le lien associatif qu'on peut avoir, le lien de participation organique sur lequel il insiste beaucoup, alors qui est peut-être plus faible aujourd'hui, mais qui est lié au travail notamment, et le lien de citoyenneté, qui est extrêmement important également dans les facteurs de vulnérabilité. Et chaque pays, en fonction de sa culture, de son histoire, organise et hiérarchise ses liens de manière différente et a des facteurs de protection grâce à ces liens qui sont différents. Et Pogam, il part justement de la comparaison entre les formes de pauvreté pour vérifier l'hypothèse selon laquelle les liens sociaux ils résistent mieux à l'épreuve de la pauvreté dans certaines sociétés que dans d'autres. Avec des types de liens sociaux qui sont mis en jeu de façon différente avec des sociétés méditerranéennes, sociétés du Sud, où il y a des liens de filiation qui vont jouer ce rôle protecteur, d'amortisseur du chômage notamment, et des pays du Nord, beaucoup plus socialisés, où les chômeurs ils vont être mieux protégés par les institutions de protection sociale, et où ils vont moins perdre le lien de participation organique avec le monde du travail et revenir plus facilement. Donc des amortisseurs que chaque culture doit trouver, il n'y a pas de recette qui soit la même partout. Mais ce qui est vrai partout, c'est que ces liens sociaux, ils apportent protection et reconnaissance aux individus. Donc c'est extrêmement important. Ça ne dépend pas de l'individu lui-même, mais de ces liens qui sont autour de lui. Et ça me faisait penser à une phrase de Joseph Revinsky, le fondateur d'ATD Quart Monde, qui disait « Être pauvre, ce n'est pas seulement ne pas avoir, c'est ne pas être ». Et c'est ça vraiment, cette reconnaissance pour les individus en lien avec le lien. Donc quand ces liens ils sont cassés, il y a aussi cette dimension affective entre le jeu de l'individu et le nous de la collectivité qui se casse. Ça peut faire une rupture quasiment psychique et un éloignement de solidarité pourtant installée et qui peuvent être très fortes comme on l'a en France avec la protection sociale. Donc on est assez loin des bases de notre politique publique de santé en agence régionale de santé. C'est plutôt un travail qui est sociétal, qui est politique, d'une vision de la société qu'il faut porter et de ce qu'on peut faire. Comment on peut créer des espaces, soit des espaces concrets, soit des espaces virtuels de socialisation, les recréer quand ils se sont perdus, des espaces de rencontre. Si on est sur le lien de filiation, comment on peut accompagner la parentalité pour que le lien ne se défasse pas, le lien de filiation ne se défasse pas au fil du temps. Donc on a plein de niveaux à agir, on a plein d'initiatives, dont certaines vont être citées cet après-midi et sur lesquelles je vais revenir, mais parfois des initiatives qui vraiment n'ont strictement rien du tout à voir, et même très souvent avec la santé. Je pensais comme ça à la fête des voisins, qui avait ce but de lien social vraiment au départ. Les journées de la fraternité, je ne sais pas s'il y en a en Nouvelle-Aquitaine, mais il y a des communes qui font des journées de la fraternité. Pour les précaires, moi j'aime beaucoup l'action de la cloche, par exemple, qui je trouve a des manières d'agir qui justement sont pour recréer ce lien. Mais il y en a plein d'autres, et la cloche, elle travaille notamment sur la culture. Et la culture, par exemple, peut avoir cette façon de recréer du lien de manière différente, sans que ce soit une institution qui arrive et qui dise qu'il faut créer du lien, quoi. Donc il y a plein de moyens d'y arriver. Et justement, si on repart de ce que préconisait la commission de l'OMS de 2025, elle fait finalement un peu référence à ces catégories de Serge Pogam, pour montrer qu'il faut agir sur tous ces types de liens. Et elle a regardé ce qui se passait dans les 8 pays que je vous ai dit tout à l'heure, et elle montre que il faut mettre en place, ce qui serait bien, ce serait des politiques globales et qui mettent en place, qui mettent en œuvre à l'échelle, qui transforment à l'échelle des interventions efficaces au regard des coûts et qui ont sens d'un point de vue culturel. Donc elle se replace bien dans cette idée qu'il n'y a pas de recette qui marche dans tous les pays du monde, mais qu'en fonction de ces différents types de liens qu'il faut mettre en œuvre, il va falloir trouver les interventions qui marchent et qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Et alors, quand on parle d'intervention efficace, forcément, ça parle à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, puisque on est sur les programmes probants pour essayer de développer et passer à l'échelle que des programmes
probants ou basés sur des interventions probantes ou efficaces. Et donc le rapport, il insiste quand même beaucoup là-dessus parce qu'il est fondé sur la recherche, dans chaque chapitre, sur la nécessité qu'il y a de continuer à faire de la recherche pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas en termes de lutte contre l'isolement et qui a un impact sur la santé. Parce que par exemple sur la communication grand public, les campagnes grand public, très belle campagne grand public en Angleterre, qui a coûté assez cher, qui a touché pas mal de monde, c'est-à-dire qu'il y a eu un impact en termes de communication, mais quand ils ont regardé en termes de santé, finalement ça avait amélioré très légèrement la santé des 10% de personnes âgées, c'était ciblé sur les personnes âgées les plus riches, mais ça n'avait rien fait pour les plus pauvres. Donc c'est bien pour les plus riches, mais en fait ça accroît l'inégalité sociale de santé. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. C'est bien pour les plus riches, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'était pas forcément l'objectif qui était visé. Donc justement sur l'isolement des personnes âgées, pour prendre un exemple précis, l'isolement des personnes âgées, c'est pas une mission de lutter contre l'isolement des personnes âgées à l'ARS, hein, c'est pas une mission en propre, même si on sait très bien que ça a un impact sur la santé. Et je pense que vous avez eu Mona Lisa ce matin qui a fait une intervention. Ouais. Mais par contre, la lutte contre l'isolement, c'est effectivement un des aspects, et je sais parce que j'étais à la direction générale de la cohésion sociale quand on l'a fait, dans la prévention de la perte d'autonomie. Et donc c'est sous l'autorité plutôt du conseil départemental, donc le pilote, c'est plutôt le conseil départemental. C'est bien inclus dans certains des services publics départementaux de l'autonomie comme étant un objectif avec des actions pour l'atteindre. Et c'est intéressant parce que dans ce service public départemental de l'autonomie, il est censé y avoir tous les acteurs autour de la table qui sont en capacité de faire des actions de manière coordonnée. C'est aussi dans les actions à coordonner dans l'heure de lien social de l'APA, de l'allocation personnalisée d'autonomie, même si tout le monde n'est pas d'accord sur l'efficacité et l'utilisation de cette heure de lien social. C'est aussi dans l'action qu'ont les CCAS dans les registres personnes isolées. Donc c'est déjà fait, on va dire aujourd'hui, sur une certaine partie. Et ce n'est pas encore dans la prescription sociale, puisque aujourd'hui on n'a pas encore de remboursement de la prescription sociale ou de ligne directrice sur ce sujet. Donc pour en venir quand même sur quand même ce qu'on peut faire à l'ARS, vraiment, alors on va se tourner plus vers la santé au sens strict. C'est bien quand même le minimum qu'on puisse faire. Si on pense en termes de co-bénéfices, c'est quand même d'adresser cette santé, d'apporter cette santé à ceux qui ne sont plus en lien avec les autres ou qui sont trop éloignés du système pour différentes raisons. Donc c'est évidemment, en premier, c'est l'allée vert. Donc l'allée vert redécouvert depuis le Covid, qui existait bien sûr avant, mais l'importance a été redécouvert pendant le Covid. Donc c'est tous les différents dispositifs d'aller vers qu'on peut financer et structurer, et dont vous faites sans doute partie pour toute une partie d'entre vous, puisque équipe mobile de gériatrie par exemple, c'est les équipes mobiles santé précarité ou LHSS mobile, c'est les ESIP, les anciens SIAD précarité, qui vont au-devant des plus précaires pour faire les soins auprès des plus précaires, pour casser cette barrière et cette auto-limitation. C'est les équipes mobiles psychiatrie précarité, extrêmement importantes, renforcées par la mesure psychologue en AHI, donc avec 21 équipes et quand même 8000 personnes suivies en Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi les passes mobiles. 34% de l'activité des passes en 2024 était faite au niveau d'une mobilité. Et les passes, c'est quand même au total 28 000 patients en file active. Donc ça représente un public très important. Et tout ça, ça va être un peu détaillé après, donc je ne vais pas trop m'apesantir dessus. Je voulais juste dire qu'effectivement, c'est une dimension très importante de ce qu'on continue à financer, même si on n'a pas de mesures nouvelles cette année. Mais qu'il faut faire attention quand même à une vision simpliste que certains peuvent peut-être avoir, pas vous, hein, mais peut-être d'autres, on va dire, quand on est un petit peu plus éloigné du sujet. L'aller vers, c'est pas seulement qu'on va
apporter la prestation de santé au plus près des personnes, voilà, comme semble le dire le mot. Mais pour le public précaire, c'est aussi qu'on va complètement adapter cette prestation, ce service, et qu'on va adapter sa posture professionnelle. Donc en fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué que juste faire un déplacement et réduire une distance géographique. Il y a énormément de composantes qui rentrent en ligne de compte pour que ça marche. Et en plus, ce sont des modèles qui ont plutôt été construits dans une idée d'environnement urbain. Alors que maintenant ça se développe sur le rural, mais avec d'autres difficultés, d'autres caractéristiques des populations. Et donc il faut le repenser pour la ruralité, peut-être avec aussi sur le côté physique du ramener vers. Voilà. Sans doute, et même certainement et obligatoirement, avec le rôle des collectivités territoriales pour justement faire du lien dans cet aller vers en santé. Donc c'est un nouvel enjeu, je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas il est un peu nouveau à adresser plus précisément pour encore faire mieux. En complément de l'aller vers, il y a dans cette recréation du lien social les politiques de médiation. Donc ça, vous en avez parlé juste avant, voilà, la pause. Donc retrouver du lien pour ramener vers le soin. Pas forcément pour un isolement géographique, mais plutôt un isolement plus culturel ou plus lié à la stigmatisation, à l'inadaptation de la prestation de santé ou du parcours de santé qui est proposé, à un handicap physique ou cognitif, à des peurs, à du manque d'information. La médiation, elle sert un peu à tout ça. Le titre du rapport de l'IGAS de 2023, c'était bien « La médiation en santé, un levier relationnel de lutte contre les inégalités sociales de santé à consolider ». Donc avec cette fonction d'interface entre les publics vulnérables et les acteurs de santé. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à soutenir dans le soutien à la médiation en Nouvelle-Aquitaine pour raccrocher et prévenir ces ruptures de parcours qui sont des ruptures de liens qui s'ajoutent à la rupture qui existe déjà. Donc on a évidemment le soutien aux équipes de médiation, donc ça représente 2 millions, un peu plus de 2 millions en 2024, avec un focus assez fort sur le public des gens du voyage, avec 1500 personnes suivies, enfin mes chiffres sont un peu vieux mais dans les rapports d'activité, mais ça fait 1500 personnes suivies pour les gens du voyage, mais aussi les publics en situation de prostitution, les publics sans domicile fixe, les squats, et aussi un peu les détenus, de la médiation envers les détenus. Donc ça, c'est quand même un axe qui est assez structurant dans le PRAPS pour la Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi la paire aidance, les travailleurs pairs, un autre moyen de faire de la médiation, un rôle un peu différent, qu'on soutient aussi pour un peu plus de 130 000 €, c'est encore un peu anecdotique. Et c'est aussi l'interprétariat, bien sûr, qui est extrêmement nécessaire et de plus en plus nécessaire pour des publics précaires. Là, on y met 300 000 €. Toutes des actions qui sont efficaces, qui sont prouvées comme étant efficaces. Alors, c'est aussi les centres de santé communautaires, enfin participatifs, puisqu'on n'aime pas ce qui est communautaire en France. Bon, les SECPA qui sont en période de SAS sur l'article 51. Et qui donc vont être prolongés avec un autre mode de financement, justement portant sur la médiation et sur la proportion de publics précaires accueillis. Donc on n'en a qu'un seul en Nouvelle-Aquitaine, mais peut-être avec le passage en droit commun en fonction des financements qui seront attribués, ça pourra permettre à d'autres centres d'émerger. Et je voulais vous donner un exemple concret, par exemple, d'une action à laquelle l'ARS, donc la délégation départementale de Haute-Vienne, réfléchit en ce moment avec la commune, avec la ville de Limoges. C'est sur la population mahoraise à Limoges, qui est une population importante, où il y a peu de recours aux soins pour les femmes. Les femmes recourent peu aux soins et notamment arrivent à la maternité sans avoir eu un suivi de grossesse. Sans aussi faire de dépistage, de cancer ou autre. Et donc c'est comment, avec justement en co-construisant une médiation et un projet avec la population et avec la collectivité, on peut arriver à améliorer le recours aux soins et avoir de meilleurs indicateurs de santé pour cette population. Donc ça va être un projet pour cette année.
Et donc effectivement tout ça c'est efficace. Alors c'est efficace en termes de finances publiques aussi, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Quand on lutte contre l'isolement pour que les personnes elles se dépistent, qu'elles aillent plutôt recourir vers les soins, finalement on a des soins qui coûtent moins cher à la fin. Et il y a vraiment des études précises, alors plutôt au niveau international, qui suggèrent que la solitude, ça entraîne une hausse des coûts, non seulement dans la société, l'économie, l'éducation, etc., mais aussi dans la santé. Et je voulais terminer en parlant d'un outil qui me paraît intéressant pour traiter du sujet de la solitude et de la santé, c'est le contrat local de santé. Parce qu'on a vu qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui peuvent intervenir dans la lutte contre l'isolement, dans la santé de l'autre côté. Et s'il y a un endroit où tous ces acteurs peuvent peut-être se retrouver en se disant qu'il faut qu'on agisse à l'échelle la plus territoriale possible, la plus micro, ça peut être le contrat local de santé. Alors même si tous les acteurs ne sont pas forcément de niveau local, qu'il y en a de niveau départemental aussi, ou régional, puisque j'ai parlé du service public départemental de l'autonomie, où il y a des acteurs de niveau départemental. Mais pour avoir une politique intégrée qui prenne en compte les caractéristiques du territoire où on se trouve et les ressources qu'il y a sur le territoire, parce que faire de l'aller vert quand on doit faire 200 km, ça devient compliqué. Ça peut être un outil efficace. Pour l'instant, c'est pas un sujet qu'on a mis en tant que tel, nous, dans les actions socles, parce qu'on n'avait pas de financement qui allait avec, ni d'action probante, mais je pense qu'on va devoir creuser la question. Et c'est encore mieux sans doute si c'est couplé à un contrat local de santé mentale, puisqu'il y a quand même cette dimension de l'isolement qui est liée, qui a un impact sur la santé mentale qui est très, très, très important. Donc c'est, je pense, une piste pour l'avenir dans les futurs contrats locaux de santé, d'intégrer cette dimension de l'isolement pour toujours avec public prioritaire, le public qui est davantage vulnérable, davantage en situation de précarité pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Et c'est sans doute quelque chose qu'on va, enfin j'espère, on va essayer de soutenir pour les années à venir. Voilà, merci. Chut.